à tous, mesdames, messieurs. Merci pour la confiance renouvelée. Justifier du parrainage d'au moins 10% des 83 députés ou des 77 maires, soit un minimum de 16 élus. Le préalable pour prétendre désormais à la magistrature suprême au Bénin apparaît chaque jour un peu plus comme la hantise des politiques et singulièrement des présidentiables. La récente sortie de la deuxième personnalité de l'État à ce sujet n'aura en rien aidé à faire évoluer les débats. Bien au contraire, dissiper certaines craintes. Mesdames et messieurs, ce fut comme de l'huile jetée sur le feu. En tout cas, c'est l'avis d'un certain nombre d'observateurs. Qu'en est-il? Nous apprécierons. En tout cas, Louis Vlavonou, au détour de cette sortie médiatique, aura lancé au bière Toby. Un député ne devrait pas de son propre choix, ou bien un maire de son propre choix, aller parrainer un candidat sans l'avis de son parti. En principe, c'est le parti qui doit être fort et non l'individu. Fin de citation. Question de relancer de plus belle la polémique. Présidentielle de 2021 au Bénin, un scrutin à la régulière ou un boulevard de tous les imprévus. Mesdames, Messieurs, le sujet au menu de l'émission Débat du jour. Dans un instant, le regard d'un universitaire et d'un juriste. Une poignée de secondes pour être plus précis. Et déjà sur ce plateau, on va y aller. Donc, le docteur Paul-Marie Wissou. Il est enseignant, chercheur et théoricien de la gouvernance d'État. Il rappelle que sans les tests, il n'y a pas de fondation solide. Il faut aller aux tests et respecter surtout l'esprit des tests. Docteur Paul-Marie Wissou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour vraiment la disponibilité renouvelée. Bonjour, merci beaucoup aussi et bonjour aux chers amis. Bonjour. Ah oui, il introduit comme ça pour vous, mesdames et messieurs, Landry Angelo Adelacou, juriste. Il est activiste des droits humains. Sur le sujet, l'homme a son petit mot à dire en question de test de loi. Que faut-il retenir avec nos élus du peuple qui vont d'interprétation en interprétation? En tout cas, son regard comptera beaucoup pour élucider certains aspects de cette question. Landry Angelo Adelacou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, chers téléspectateurs de Sika TV, et bonjour, docteur. Merci donc une fois encore à vous tous pour la disponibilité. Parrainage pour la présidentielle de 2021. L'avis de la deuxième personnalité de l'État ne relève sans doute pas du détail. Louis Vlavonou, puisque c'est de lui qu'il est question, sur la question ne marche pas, c'est beau. Le sujet qui semble focaliser de plus en plus l'attention, celui relatif au parrainage. Un député, dit-il, ne devrait pas, de son propre choix, ou bien un maire de son propre choix, aller parrainer un candidat sans l'avis de son parti. En principe, c'est le parti qui doit être fort et non l'individu. La position, mesdames, messieurs, passe malheureusement mal dans l'opinion publique. Ils sont un certain nombre universitaires, acteurs de la société civile, à croire que là, la deuxième personnalité de l'État est allée là où il ne faut pas aller. Je vais me retourner d'abord vers l'enseignant-chercheur, monsieur Paul-Marie Wissou. Le président de l'Assemblée nationale aurait-il mal fait que de dire ce qu'il pense? Bon, il n'a pas mal fait. Il a dit ce qu'il pense. Et il a droit vraiment à dire ce qu'il pense. Ok. Parce que moi, je suis un féru de la liberté. Et les principes de la liberté sont tels que, quelle que soit l'opinion de l'autre, il faut se battre pour qu'il puisse l'exprimer. Voilà. C'est ça ce qui est le plus important. Mais c'est que le président de l'Assemblée nationale, en exprimant cette opinion, et je crois qu'il a peut-être, c'est à mon sens, et il a manqué de tact politique. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que, voyez-vous, sur ces questions, ce n'est pas une personnalité de ce rang qui se prononce en politique normalement. On laisse d'abord les soldats de premier rang s'exprimer, les soldats qui suivent s'exprimer, et l'autorité sort après pour, disons, faire chose là. Mais c'est qu'il s'est offert à l'opinion publique, lui-même directement, et nous sommes obligés un peu de nous prononcer sur ce qu'il a dit. Moi, ce à quoi je vais renvoyer simplement,
c'est que le président Vlavonou, doit retourner un peu écouter Nelson Mandela. Pourquoi? Oui. Pourquoi écouter Nelson Mandela? Oui, Nelson Mandela, un jour, on lui posait une question dans un entretien avec un grand public, avec un journaliste qui lui demandait est-ce qu'il pense que le Cuba de Fidel Castro est un pays démocratique? Ou est-ce qu'il pense que, puisqu'il s'était prononcé par rapport au Cuba. Et il a dit aux journalistes, écoutez, je vous ai déjà dit dans cette interview que je ne me prononcerai pas sur ce qui s'est passé, ce qui se passe entre blanc et noir aux États-Unis. Et vous me demandez maintenant de me prononcer sur ce qui se passe au Cuba. Je suppose que vous devez être, en anglais on dit consistent, en français on dira logique. Consistent, je crois que c'est ce que le président de l'Assemblée doit retrouver, la logique. Puisque depuis je ne sais plus combien d'années, le gouvernement du président Patrice Talon a proclamé qu'il faut respecter les tests. Il faut être logique. Si nous l'avons dit, à un moment donné, il faut rester logique sur toute la ligne. Voulez-vous dire, professeur, au docteur Paul-Marie Wissou, que le président de l'Assemblée nationale, s'il semble avoir un certain nombre d'universitaires aujourd'hui au dos sur la question et d'acteurs de la société civile, c'est qu'il aura manqué d'être logique? Oui, bon, écoutez, c'est très simple. Si vous prenez le code qui institue le parrainage, le code n'a jamais dit que les partis, le code a parlé d'élus en désignant nommément maires et députés. Le code n'a jamais parlé de partis. Alors, si nous devons être logiques, oui, en respectant les tests, sans faire des interprétations qui conduisent un peu à l'instabilité que nous avons constatée, je crois qu'on doit simplement s'en tenir à ce que disent les tests. Ok. Vous, s'il y a ce tollé encore suite à cette sortie, c'est simplement parce qu'à un moment donné, le président, pour vous résumer, aura manqué d'être logique. C'est ce que vous dites. Par rapport aux tests l'Assemblée elle-même a voté. Et dont il est le président. Bon, exactement. Le président a manqué d'être logique. Oui. Ah bon. On va apprécier ensemble. Je vais demander l'avis du juriste. Oui, c'est un président d'une institution qui prend les tests, qui gouverne et décide de l'orientation de toute une nation, qui a donné sa position, étoilée de s'en suivre. On s'interroge, que se passe-t-il? A-t-on finalement dans la République des gens qui ne veulent pas rester respectueux des institutions? Parce qu'au-delà de tout, c'était une institution qui s'est prononcée. Mais votre vis-à-vis semble dire que là, c'est le chef d'institution qui a manqué d'être logique. Juste le regard du juriste. Je pense que je me retrouve dans une posture un peu difficile, de devoir dire... Ou bien je vous pose la question autrement. Non, pas du tout, je vous comprends, je répondrai, vous le savez. Et de devoir dire que Dr Paul-Marie a raison, dire que la deuxième autorité de l'État a manqué de logique, de cohérence. Je dis une posture difficile en ce sens que, vous savez, c'est une autorité de l'État, deuxième autorité de l'État. Oui. Et c'est très important. Et au-delà de cela, il se fait que le président Vlavonou est mon aîné, est mon papa. Parce que c'est un peu difficile pour moi, mais je le dirais, il faut être clair, il faut dire que quand je l'ai suivi, j'ai eu un choc. Un choc que cela vienne d'une autorité, que cela vienne d'un aîné à moi, d'un père à moi. C'est un peu choquant. J'estimais que nous aurions peut-être l'occasion de le toucher d'une manière ou d'une autre pour dire que ce qui s'était passé n'est pas bien pour l'image de la personnalité qu'il représente dans notre société. Maintenant, et dans le fond de sa déclaration, cela est simplement, je dirais, un indice de ce que le législateur béninois est toujours dans une posture qui n'est pas la normale.
C'est comme si le législateur béninois ne maîtrise en réalité pas sa fonction. Et en l'occurrence, celle législative. Parce que l'on ne peut pas concevoir qu'un législateur qui, quand même, est resté au Parlement et qui a voté une loi, vienne dire le contraire, exactement le contraire de ce que dit la loi. Monsieur Angela Delacroix, c'est plutôt suffisamment grave ce que j'entends. Je suis plutôt tenté de vous demander si vous avez vraiment suivi le président de l'Assemblée du début jusqu'à la fin. Avec certitude, ou bien vous avez pris au vol son intervention? Non, je l'ai suivi, ça a été annoncé sur les réseaux, on a appris que l'autorité parlera. Mais quand l'autorité doit parler, on doit quand même suivre l'autorité pour qu'on ait l'opportunité de venir en parler. Si nous ne suivons pas l'autorité, nous allons discuter de ces discours. Alors, vous permettez, ce n'est pas de phrase. C'est pas de phrase. Je vous dis, ce qui est grave n'est pas ce que moi je dis. Ce qui est grave, c'est la déclaration du président de la Fédération. Je dis la substance de sa déclaration. On va rester dans l'esprit pour voir si c'est vraiment grave. Voilà. Alors, le président dit ceci. Il rappelle un contexte. Il dit, je le cite, vous avez M. Paul-Marie Rossou, M. Adelacroix et ses téléspectateurs. Il dit ceci, vous avez vu ce qui s'est passé au communal. Au lendemain des communales, comment chacun a voulu prendre sa liberté comme si on était dans l'ancien système. On a dû recadrer alors en faisant voter une loi explicative pour montrer le sens même, les idéaux et les objectifs poursuivis par la réforme du système partisan. Si nous restons, poursuit alors Louis-Yves Lavonou, dans la même logique, le même cadrage, si nous restons dans la même optique, en principe, un député ne devrait pas, de son propre choix, ou bien un maire de son propre choix, aller parrainer un candidat sans l'avis de son parti. En principe, c'est le parti qui doit être fort et non l'individu. On entend peut-être une décision à l'Assemblée, le président qui rappelle qu'il y a un contexte, un préalable. On veut désormais des partis politiques forts, des individus un peu plus faible, en tout cas respectueux des formations politiques, pour pouvoir conduire à bon port la BAC Bénin. Dans cet esprit, le président pense qu'il ne reviendra pas à un individu de décider. Est-ce qu'il n'est pas resté, lui, logique? Non, je pense qu'il a simplement joué de sa liberté de pensée, de parole, et puis il a exprimé. On peut quand même essayer de comprendre, même si nous sommes déçus que ce soit une autorité encore, le législateur qui le dit. Vous savez, le contexte qu'il pose, le contexte vient d'où? C'est eux, leur contexte à eux, ça. Non, vous savez, la loi est claire, la loi a son esprit. Nulle part dans la loi, vous n'allez interpréter le code qui est là et déduire ce qu'il a dit là. Vous savez, ce qu'il faut comprendre de cette déclaration, c'est qu'ils sont en train de préparer l'opinion publique à accepter quelque chose. Et c'est quoi? Une autre loi interprétative. Si jamais on n'arrivait pas à faire la loi modificative, on ira encore à une interprétation pour dire que nous sommes dans un contexte et que c'est le parti politique qui doit être fort. Alors, ce que dit telle disposition, je pense que ça doit être l'article 41 ou 44 du code électoral, c'est que c'est le parti qui doit désigner. C'est un faux problème, c'est faux. C'est archi faux. Non, il faut appeler les choses par leur nom. Le code n'a jamais dit que c'est le parti politique qui désigne les parrains ou bien les parrainages et autres. Le code a simplement dit que l'élu, que ce soit le député ou le maire, donne sa signature, choisit lui-même. Ce n'est pas le parti politique qui choisit. Les questions de fonctionnement interne aux partis politiques sont à gérer par les règlements des partis politiques et non par le code électoral. Le code a dit tout simplement que les gens sont libres, les maires et les députés. Mais quand l'autorité le dit, c'est encore suffisamment grave en ce sens que on vous prépare à une élection comme ce que nous avons constaté en 2019 et tout récemment le 17 mai. C'est tout simplement cela. Parce que quand on a une Assemblée nationale monocodore reconnue par tout le monde, ça c'est un fait, nous sommes factuels, et que les élections se sont passées telles qu'on a vu pour les communales, et que nous avons environ 7 députés, 7 maires, qu'on pourrait associer à un autre parti qui n'est pas des partis qui quand même encouragent les actions du chef de l'État, il faut se demander à quelle élection on va. Mais dire que ce ne sont pas les individus qui doivent être forts et les partis politiques, ça c'est des discours à distribuer dans les partis politiques quand ils vont faire leur séminaire. Il faut apprendre à respecter les tests. Et si le législateur béninois se comporte en premier, je dirais, institution ou première institution qui viole les tests de la République, c'est suffisamment grave. Et ce qu'on fait à cet instant, c'est qu'on encourage les citoyens comme vous et moi à ne plus rien respecter dans la République. La République, c'est des tests. C'est des tests. Et il faut s'assurer que les tests que vous adoptez sont des tests qui sont conformes aux idéaux de la République. C'est parce que les tests que les gens sont en train d'adopter depuis un certain temps
ne sont plus conformes aux idéaux de la démocratie, de l'état de droit et de la République, qu'ils sont toujours obligés de vouloir contourner en parlant français pour tordre le cou à ce qui est clair. Vous savez, ce conseil que Portalis nous a enseigné, lorsque la loi est claire, point d'interprétation. Prenez les dispositions, vous verrez ce qui est écrit là. Vous lisez, vous comprenez l'esprit de la loi. Le président de l'Assemblée nationale, je vous ai dit au départ que je suis gêné de pouvoir me prononcer sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, d'abord, vous sortez, vous faites une sortie pour faire le bilan d'une institution que vous dirigez. Et donc, en tant que première personnalité d'une institution, deuxième personnalité de l'État, et vous vous permettez de vaciller, de rentrer dans des débats politiques comme si vous étiez quand même le président de l'Union fait la nation ou bien le président de l'Union progressiste. C'est l'impression qui vous a été... Non, c'est l'impression que c'est dangereux. Vous savez pourquoi est-ce que c'est dangereux? Donc. Nous sommes dans un régime qui consacre la séparation des pouvoirs. Bien évidemment, cela ne voudrait pas dire que les pouvoirs ne doivent pas se compléter. Mais il faudrait que chacun reste dans son rôle. En quoi est-ce que le président d'une Assemblée nationale est fondé en adossant, je dis bien, ce manteau de président de l'institution et aller faire ce discours que nous avons suivi? Donc, si vous permettez, je demanderai le regard de l'université. Est-ce qu'on peut parler là de questions encore d'interprétation du test? Bon. Quand on rappelle le contexte, là, je l'ai rappelé, Inès Tinso, c'est celui des communales d'où le président pense qu'il faut tirer suffisamment de leçons, éviter les mêmes dérives. Et pour lui, éviter ces dérives amène à expliquer aux uns et aux autres, à ceux qui, jusqu'à présent, n'auraient pas encore compris vraiment la portée des tests, ce qu'il faut y comprendre. On veut des formations politiques très fortes, mais pas des individus forts. Oui, moi, je suis un peu désolé de reprendre ce que j'avais dit la dernière fois. Il faut que dans notre pays, on commence à réfléchir. Non, professeur? Oui. Non, excusez, vous êtes dans votre matière, comment dire, mais comment vous pouvez dire sur un plateau qu'il faut que dans... En tout cas, au Bénin, qu'il faut commencer par réfléchir. Il faut parler quand même du quartier latin de l'Afrique. Oui, je voudrais bien que vous lisiez le test du quartier, celui qui a parlé du quartier latin d'Afrique, ce qu'il a ajouté par la suite, ça n'honore pas. Alors, ce que moi je veux dire simplement, c'est que j'ai dit qu'il faut réfléchir. Parce que moi, je veux d'abord qu'on ramène la balle à terre. Oui, allons-y. Jusque-là, franchement, le président Patrice Talon n'a jamais dit qu'il veut faire un deuxième mandat. Jusqu'à ce qu'il ne le dise, moi, je continue de croire qu'il tiendra sa parole et qu'il ne sera pas candidat. Mais c'est vrai, nous sommes en politique et il y a des gens qui se bougent, on va dire, pour le pousser à demander un deuxième mandat. Et c'est ce que nous constatons. Les partis politiques forts, les institutions fortes, il nous faut ces partis politiques forts. Mais c'est quoi un parti politique fort? C'est ça la réflexion. Il faut simplement poser cette question. Et votre réponse c'est quoi? Écoutez, c'est très simple. Un parti comme... la dernière fois, on avait cité des partis un peu... des partis occidentaux et autres. Mais moi, je vais citer un parti africain. Oui. Okay, l'ANC. Vous connaissez l'ANC? Oui. Voilà. L'ANC est un parti qui a, depuis que Mandela a accédé au pouvoir, donc qui a donc placé ses membres à la tête de l'Afrique du Sud. Mais vous constatez que l'ANC est un parti fort, en ce sens que l'ANC a déjà descendu du pouvoir 2 présidents de la République. Cependant, au cœur de l'ANC, il y a des débats, il y a des courants, et les courants s'affrontent. C'est ça un parti politique fort. Les courants s'affrontent, les courants discutent, et les courants décident de maintenant de dire oui, tel individu, il n'est pas capable de nous représenter, même s'il est déjà à la tête de l'État, et donc nous le descendons. Thabo Mbeki en a fait les frais, et le dernier, Jacob Zuma en a fait les frais aussi. C'est ça un parti politique fort. Mais un parti politique fort ne veut pas dire que nous devons nous aligner derrière l'opinion de quelqu'un. Donc le président de l'Assemblée nationale qui parle n'a qu'une opinion au sein même de son parti. Oui. Et donc, ça ne représente pas, pour le moment que je sache, tout le parti. C'est un courant peut-être. Je ne sais pas s'il y a vraiment un courant
au sein de ce parti. Et c'est pourquoi je parlais la dernière fois de ce que nous n'avons pas encore de parti fort. Mais il faut préciser pour nos téléspectateurs, jusqu'à preuve de contraire, là, M. Louis Vlavonon, prenant la parole, ne s'est pas prononcé en tant que leader d'une quelconque formation politique, même s'il est du BR. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a parlé. Et en tant que tel, quand le président de l'Assemblée nationale rappelle le contexte des faits, est-ce qu'il y a encore vraiment débat? C'est là la question. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations à avoir vraiment de ce qu'il dit? Mais lui-même déjà est une personne. C'est lui qui le dit. La personne, l'individu ne doit pas être au-dessus de l'institution. Donc lui-même est une personne. Et ce qu'il dit, en tout cas face à cette question-là, n'est qu'une opinion qu'il engage. Et peut-être le courant qu'il représente au sein de son parti. Ça n'engage pas la République. Pas encore le parti même. Pas encore le parti. Jusqu'à engager la République. Il faut rentrer dans le parti pour écouter d'autres parler, pour qu'on parle maintenant de... Oui, ça n'engage du tout en rien du tout la République, jusque-là. Alors, quand on prend le code électoral, qui est là pour tous, et donc pour la République, et on prend la position du président de l'Assemblée, est-ce que l'on ne peut pas les mettre côte à côte? Non, le code électoral est d'une limpidité indescriptible. Il n'y a même aucune ambiguïté dans les mots. Et donc, on n'a même pas d'interprétation. Je ne sais pas s'il faut inventer encore d'interprétation pour ça, là. Professeur, si demain, on vous annonce qu'il y a une loi interprétative, vous allez crier au scandale? Oui, c'est un vrai scandale. Cette fois-ci, c'est un vrai scandale. Parce que le code est tellement clair. Le code n'a même pas dit, quelque part, qu'il faut des partis politiques. En tout cas, pour ce qui concerne le parrainage, il n'a jamais été question de partis politiques. On a bien spécifié les élus en précisant maire et député. Ou député. Vous voyez à peu près, c'est d'une clarté sans pareil. Et on ne peut pas surfer sur ça pour parler d'interprétation. Il n'y a même pas d'interprétation. Maintenant, moi, je veux revenir sur une question, si vous le permettez. C'est-à-dire que la question du parrainage, il faut la poser. Parce qu'il y a certains qui disent que, oui, le parrainage, c'est une obligation, c'est une fatalité. Non, le parrainage n'est pas une obligation. Il y a beaucoup d'autres formules qu'on pouvait utiliser, mais les gens ont choisi d'utiliser une formule. Ok, ils sont rentrés dans cette formule. Et apprécions cette formule. Donc, si au départ, moi, je peux dire, je ne suis pas d'accord avec le parrainage, une fois que c'est adopté, c'est une loi, ça devient une loi applicable à tout le monde. Voilà. Alors, à partir du moment où nous sommes tous dans le cadre de cette loi, eh bien, il faut regarder l'histoire. Le parrainage, même en France, le parrainage est le parrainage sous la forme que nous avons mis que nous avons mise dans notre loi. Ce parrainage est décrié en France. Même sous cette forme-là. Même sous cette forme. C'est décrié en France. Parce que ça, en fait, on dit que ça devait produire le résultat de réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle, mais le nombre de candidats à l'élection présidentielle ne fait qu'augmenter chaque année en France. Et les gens critiquent cette forme de parrainage. Il y a d'autres formes de parrainage, même si nous restons dans le cadre de parrainage, d'autres formes de parrainage qui, à mon sens, sont des parrainages, sont des formes que nous pouvons adopter. Pour préciser, on parle souvent de parrainage politique, parrainage citoyen. Bon, là, on est dans le type de parrainage politique. Oui, nous sommes dans en quoi cela a-t-il des revers, vraiment? Bon, ça a des revers parce que si le législateur de notre pays avait véritablement consulté, et moi, je voudrais inviter les collègues du département de psychologie, de sociopsychologie, à véritablement faire un travail de créer un pont entre la société et l'université. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que, sincèrement, si le législateur avait fait un travail d'études psychologiques, d'études socio-psychologiques pour comprendre l'environnement béninois, nous n'irons pas à ce parrainage. Oui, déjà parce que, vous voyez, le parrainage nous occupe. Oui. Ça nous occupe. Sérieusement. Et ça nous empêche de discuter des vrais problèmes de notre société. Le parrainage, au Bénin, vous ne pouvez pas mettre un parrainage de ce genre et demander aux députés à 60 députés, non, 183 députés plus 77 mais
de rester aligné sous quelqu'un. Vous voyez à peu près? Vous ne pouvez pas le faire si vous connaissez l'histoire du Bénin. Même au temps du PAPB, c'était difficile que tout le monde s'aligne derrière quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, vous voulez que... Vous avez mis le parrainage et vous voulez que tout le monde se range derrière quelqu'un. Au sein du parti, d'accord. Disons que c'est le parti qui va prendre la décision. Au sein du parti, qui est-ce qui prend la décision? Comment se prend la décision? De dire c'est elle que nous allons parrainer et non elle. Est-ce que ça ne va pas être facile quand on va le demander au bureau politique? Et justement, vous commencez à enlever de plus en plus, parce que en réalité, le parrainage, c'est déjà enlever le choix à l'électeur de dire c'est elle que moi je veux. Mais vous continuez de réduire le champ en disant bureau politique. Et le bureau politique... On va évoluer. Je vais demander à votre vis-à-vis, le parrainage serait-il une forme d'exclusion, construire un peu l'université, à moins de comprendre? Vous savez, tout choix suppose exclusion, n'est-ce pas? Tout choix suppose exclusion. En principe, il ne doit pas y avoir débat. On est d'accord sur le principe. Alors, quand on parle de parrainage, il est clair que les gens sont posés un diagnostic et ils ont voulu appliquer une thérapie. Maintenant, est-ce une thérapie de choc ou pas? Nous sommes là et nous constatons. Et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, vous avez quand même cette impression de voir que le législateur béninois s'assoit juste au Parlement, je l'ai dit une fois ici, et puis légifère. Légifère, vous vous demandez, mais on légifère. Comme M. Paul-Marie, il faut aller au-delà. C'est cela, parce que les gens se légifèrent tout simplement, et vous prenez les textes, vous vous demandez, ils ont légiféré pour qui? Mais il faut dire que cette institution a une documentation très riche sur l'histoire du Bénin. Nous ne sommes pas en train de parler des théories. Laissez. Ce dont on parle, c'est que la loi est, entre autres, élément régulateur de la société. Donc des faits sociaux, de ceux qui vivent dans la société. Mais pourquoi est-ce que les gens... Est-ce que ce n'est pas là l'importance de cette documentation existante sur l'histoire politique du Bénin? Est-ce que les gens se lisent? Quand ils lisent, est-ce qu'ils comprennent? La preuve, vous avez vu les interprétations qu'on entend. C'est la preuve que les gens lisent mais ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez? Et quand vous lisez, vous ne comprenez pas, on va vers les gens qui sont du domaine, comme vient de le dire le docteur. On ne peut pas être dans un milieu où il y a l'université qui est censée vous accompagner dans l'élaboration des tests et autres, et que les gens se réunissent parce qu'une fois... Vous savez, je peux être également député et pareil pour vous. Mais cela ne fait pas de moi un super intelligent dans la République. Pour que je veille me lancer sur des domaines qui ne sont pas les miens. Alors, il faut aller voir cela pour comprendre quelle est la sociologie béninoise. Et je l'ai dit une fois ici, que les gens font comme si nous n'avons pas une histoire politique et constitutionnelle. Et on réagit, on prend des décisions comme si, voilà, le Bénin vient de naître il y a seulement 4 ans. Mais ah non! Donc, le parrainage dans notre contexte, c'est pour éliminer quelque chose. On est d'accord. Vous voulez réduire les partis politiques comme on fait. On a fait avec la charte des partis politiques. Ça n'a pas marché. On a vu, hein, ça n'a pas marché. On est rentré dans le code électoral. Et mieux, à la date où le législateur prenait cette disposition, mais c'est à la date où nous avons constaté que l'Assemblée nationale est devenue monocolore. Alors, quand vous savez que vous êtes les seuls au Parlement, est-il bon, cohérent, quand on veut être sincère, pour moi se regarder dans la glace, est-il cohérent de prendre une telle disposition alors que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas autre courant? Ça, c'est un. 2. Quand vous avez fini de prendre cette disposition, ils ont organisé ce que nous avons constaté, et puis les gens ne pouvaient pas aller aux élections, et on a constaté ce que d'aucuns ont qualifié de marche amicale. Et alors, sur les 117 mais que nous avons aujourd'hui au Bénin, 110 appartiennent ou soutiennent les actions du chef de l'État. Ça fait 110 plus 83 sur 160. Vous voyez, donc il reste seulement 7. Pour ceux qu'on peut dire qu'ils sont de l'opposition, parce que c'est sûr que ceux-là même ne sont pas de l'opposition. Moi, je ne sais pas. Mais on vous dit, voilà un peu le calcul. Dites-nous, aujourd'hui, quand on applique ce qui est là, les 10%, c'est qu'à part ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État, il n'y a plus personne pour obtenir les 16. Parce que quand tout calcul fait ça, donne 16. Pour obtenir les 16, vous organisez quoi? Donc, répondez, on organise quoi? Une mascarade électorale en vue, ça c'est clair, appelons les choses par leur nom. Une mascarade électorale, il n'y a pas de choses. Donc c'est ce à quoi nous voulons assister. Et le parrainage, le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a le parrainage citoyen. Les gens, on ne peut pas légiférer comme si le Bénin était seul sur la planète. Le Sénégal, vous savez, le Sénégal nous a devancé dans cette question de parrainage et consorts. D'autres pays africains l'ont fait. Et au Sénégal, quand même on parle du parrainage citoyen,
il y a toujours des coquilles, et jusqu'à l'heure je vous parle, vous aurez certainement suivi l'actualité au niveau de la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. Il y a toujours des débats en cours. Et là-bas, on parle de parrainage citoyen. Un certain nombre de citoyens qui décident à ce que vous puissiez quand même aller aux élections. Au Bénin, on ne l'a pas fait. On a remis le pouvoir aux élus parce qu'on estime que oui, bon, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est en train d'être fait, c'est bon. Mais, ce que je veux encore vous dire, pour vous montrer que le parrainage aujourd'hui pose un problème, c'est que tous les maires, tous les 117 maires qui sont élus ou désignés ou installés au Bénin aujourd'hui, l'ont été de façon illégale. C'est un débat, on n'en finira jamais avec. On sait tout ce qui a été dit autour, mais à l'heure actuelle, si on reste dans l'esprit des tests, tel vous l'avez vous-même évoqué, est-ce que le problème de parrainage pourrait se poser? Que l'on décide de porter la voix de quelqu'un qui ne porte pas ou ne parle pas forcément le même langage que le pouvoir. Est-ce que ça devrait poser un problème si on reste dans l'esprit du test? Non, je pense que si nous voulons appliquer ce qui est dit dans les tests, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez être du BR ou de l'UP et puis décider de prendre quelqu'un qui n'est même pas de votre bord politique ou bien qui est, voilà, ou bien qui n'a même pas de parti politique, par exemple. Donc vous pouvez décider de prendre qui vous voulez. Mais déjà, généralement, quand on commence pas à agiter de ces idées un peu là, il faut aller un peu devant pour voir ce qui peut se préparer. Mais si nous voulons rester légalistes, respecter les tests, je pense qu'il n'y a pas de problème. Malheureusement, les faits font que depuis quelques années, les tests sont là et chacun essaie d'appliquer ce qu'il veut. Et le danger dedans, c'est qu'on essaie toujours de contourner le juge de la Cour suprême. Dans cette affaire, c'est le juge de la Cour suprême qui est chargé de l'interprétation du test qui est toujours contourné. Et vous allez voir, on ira à l'Assemblée nationale pour prendre une loi interprétative. Et bon, en réalité, une loi modificative, mais nous allons dire que c'est une loi interprétative et puis aller tout droit là où on va. C'est tout simplement ça. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'en chantant, en vous élant partout que nous sommes dans une république et que voilà, il faut respecter les tests, il faut aussi apprendre à respecter ce qu'il y a dans les tests, à respecter l'esprit des lois. Et là, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il faudrait que nous apprenions à réfléchir, à mieux réfléchir et surtout à ne pas croire que parce que nous sommes des personnalités ou parce que nous sommes peut-être mieux habillés que certains, nous sommes les plus intelligents de la République. C'est faux. Nous ne sommes pas les plus intelligents de la République et ceux qui nous gouvernent ne sont pas les plus intelligents de la République. Il est inconcevable qu'une minorité puisse penser qu'il peut faire passer, je ne sais pas, ce qui n'est pas correct à 12 millions de Béninois. C'est contre cela, moi, je m'insurge toujours parce que je ne conçois pas qu'on veuille dire à mes parents que ce qui est clair, limpide comme l'eau de roche, n'est pas ce qui est. Ce qui est clair et limpide doit pouvoir l'être. Oui, on doit pouvoir aussi s'accorder là-dessus, mais en République, les débats, c'est ce qui est la chose la mieux partagée. Monsieur Paul-Marie Wissou, est-ce que, en restant dans l'esprit des tests, le débat a vraiment sa raison d'être? Absolument, le débat a sa raison d'être. Et moi, je voudrais, si vous voulez, si vous me permettez, lancer un appel. Mais avant de lancer l'appel, je veux dire maintenant que c'est clair que le parrainage n'était pas nécessaire pour nous. Il y a d'autres formes. Je peux parler par exemple des primaires. Oui, okay. Mais quand on considère les tests que nous avons aujourd'hui, on n'a que quelques mois devant nous. On reste dans le cadre de ces tests. Et si nous restons dans le cadre de ces tests, eh bien, ce que moi j'ai lu du code électoral donne le pouvoir au personnel politique en cette période-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux en appeler au personnel politique. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de décider de donner à la population un éventail de personnes pour dire, écoutez, c'est parmi ces personnes que vous allez choisir celui qui va vous proposer une nouvelle société ou continuer dans l'ancienne société que vous avez. OK. Alors, ce pouvoir appelle à leur responsabilité. Et leur responsabilité se situe surtout au niveau de ce qu'on appelle la loyauté. Vous voyez? La loyauté avec qui, professeur? Voilà, c'est qu'il y a des niveaux de loyauté. Et je vais un peu, disons, rappeler une histoire très récente de l'Amérique. Vous connaissez James Comey, oui. L'ancien directeur du FBI, limogé par Donald Trump, qui a écrit un livre qu'il a intitulé A Higher Loyalty.
une loyauté supérieure. Il y a des degrés de loyauté. Il y a la loyauté envers moi-même, envers mes valeurs. Il y a la loyauté envers le parti. OK? Pendant les élections législatives, on a eu droit donc à ces loyautés-là. Communales aussi. On a dit le parti. Mais écoutez, les élections présidentielles, c'est ce que l'autre appelait a higher loyalty. La loyauté, une loyauté supérieure. Et cette loyauté, c'est envers qui? C'est envers la nation. La nation. Je regarde la nation. Je me dis, je propose ceci pour la nation. Et dans 10 ans, je serai fier d'avoir proposé ça là pour la nation. C'est ce devoir qui incombe aux élus qui sont appelés à prendre des décisions. Et cette loyauté, naturellement, fait éclater la loyauté vis-à-vis du parti, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de celui-ci, parce que... J'ai bien envie de vous dire que c'est un bon rêve, mais lorsqu'on voit l'histoire de ce pays, et puis, dans le contexte actuel, le parcours de ces hommes, quand on va à l'Assemblée, comment ça a été installé, on voit les communales, comment ça s'est passé. Vous les voyez se bomber les tosses d'hyper-loyauté envers le peuple? Non, j'ai suivi un débat sur ce plateau il n'y a pas longtemps et quelqu'un a parlé, a dit que le Bénin a une âme. Oui. Non, ne croyez pas que tous les députés qui sont là, ils ont perdu l'âme du Bénin. Ils n'ont pas perdu l'âme. Non, je ne le crois pas. Vous pensez comme cela que le Bénin a une âme? C'est normal que parmi les 160 personnes appelées à donc prendre la décision, qu'il y en ait qui disent « Moi, ma loyauté doit aller à une personne. » OK? Mais je suis sûr que la plupart des députés qui sont là sont habités par ce que l'autre appelait l'âme du Bénin. Et l'âme du Bénin a toujours été une âme de liberté. Une âme qui ne se soumet pas à l'individu, mais une âme qui regarde le pays et qui se dit, et c'est pour cela que vous allez constater que depuis 1990, que nous avons commencé, au 91, nous avons commencé les élections présidentielles, on s'est toujours querellé, mais à la fin, tout le monde se range. Et il faudrait que chaque acteur prenne conscience que l'élection présidentielle n'a pas d'égal. Ce n'est pas comparable au communal, ce n'est pas comparable à l'élection législative. C'est l'élection où la nation, nous décidons d'asseoir notre nation sur des principes. La présidentielle n'a pas d'égal, pas d'autres mots pour conclure cette émission, mais on a encore quelques minutes. Je m'en voudrais de ne pas donner la parole à M. Angelo Adélakon. Oui, votre vis-à-vis appelle comme l'autre à l'âme du Bénin, et que ces députés, parce qu'il a été aux États-Unis, c'est formidable. Quand on voit ces nations, on rêve gros pour l'Afrique en général. Mais alors, quand on regarde le contexte africain, on est obligé de sourire. Sinon, on a envie de se cacher sous un lit. Mais il rappelle que le Bénin a une âme, et qu'au nom de cette âme, quelque chose se fera, en dépit de tout. Angelo Adélakon. Oui, je pense que quand on se réfère à l'histoire politique et constitutionnelle de ce pays, c'est clair que le Bénin a une âme. Et je voudrais aussi rester en phase avec le chef de l'État quand il disait alors candidat que les talents ne se soumettent pas. Les talents ne se soumettent pas et que voilà, les griots se soumettent et puis parce qu'ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas de talent, ils n'ont pas de mérite. Alors je considère que ceux qui représentent le peuple, même dans les conditions les plus alambiquées possibles, ont du talent, ont de mérite et ont de compétences. Et quand on est d'accord sur cela voudrait dire que ceux-là vont nous surprendre. Ils vont nous surprendre, ils comprendront que c'est la fin de la soumission à un individu ou à un parti politique et que l'intérêt supérieur de la nation doit quand même primer sur tout et qu'il est important pour eux une fois de rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte, parce que jusque-là, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. S'ils en sont rentrés, donc ils y sont rentrés par la mauvaise porte. Et donc, c'est une opportunité et je voudrais les remercier et leur rappeler et cela, attirer leur attention sur cela, parce que quand vous avez fini, vous laissez un nom et chacun d'eux porte des noms. Et je sais, en tout cas, pour ce qui me concerne, je sais que c'est des gens qui sont attachés à l'identité qu'ils ont et au nom qu'ils ont hérité et qui ne leur appartient pas.
et qui vont devoir laisser également à leurs parents. Et donc, c'est l'opportunité. Je pense bien évidemment que quelque chose se fera. Mais en plus, s'ils doivent bien le faire, ils peuvent essayer peut-être de modifier la loi pour adoucir ce qu'ils ont appelé parrainage. Ils vont adoucir ce principe-là pour ouvrir le jeu parce que l'une des caractéristiques fondamentales de toute démocratie qui se respecte au monde, c'est l'organisation transparente et des élections libres. Vous voyez un peu, c'est une caractéristique fondamentale. Mais si jamais on ne le faisait pas et qu'on allait tout droit comme cela, je pense que l'histoire retiendra davantage leur nom qui est déjà fixé tel un marbre du côté noir de l'histoire de notre peuple. Donc, ils ont encore l'opportunité d'essayer de toiletter un peu ce nom-là pour qu'à l'avenir, ils puissent retrouver, je dirais bien, le bon sens. Donc, en toute cohérence, quelque chose se passera. Et ça, c'est pour cela que nous sommes là, chers honorables députés. Et aussi, je voudrais inviter la deuxième personnalité du pays à essayer d'éviter de temps en temps de ces genres de débats qui nous a offert la fois dernière. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Cela salit l'image de l'institution parlementaire. Et c'est décourageant, ce n'est pas honorable. Et donc, que des gens comme nous, de notre jeune âge, qu'on vienne à se prononcer sur des propos tenus par une personnalité de son rang, je pense que cela doit pouvoir nous gêner, le gêner aussi. Merci à vous, André Adelakou. Je voudrais simplement vous demander, alors la présidentielle de 2021, vous la projetez comme un scrutin à la régulière ou un boulevard de tous les imprévus? C'est à la régulière. Est-ce que vous la comparez? Est-ce que vous comparez le scrutin à la régulière au scrutin passé ou au scrutin qui ont précédé les deux derniers scrutins? C'est ça un peu. À la régulière, pour moi, serait donc qu'on retrouve l'esprit d'avant. Qui veut dire qu'il peut y avoir toujours des surprises. Et laissez-moi vous dire ceci. La surprise peut venir du camp du président lui-même. Ah bon? Oui. La surprise peut venir du président lui-même? Moi, j'attends le président. Angelo a dit quelque chose de très, 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 très intéressant. Quoi ça? Il a parlé du président candidat. Oui. Moi, j'attends le président candidat. J'ai vu le président Talon après la prise de pouvoir qui n'a pas été ce que le président candidat, enfin le candidat nous a dit, ok, sur un certain nombre de choses, ok. Et j'attends, je sais que c'est parce que quand il a pris le pouvoir, il y avait à déblayer le terrain. Et je crois que maintenant le terrain est déblayé. Votre conclusion? Pour qu'il puisse effectivement maintenant nous donner ce béné de rêve qu'il nous a donné pendant la campagne. Le président Talon, moi j'en appelle à lui encore une fois, il faut nous donner ce béné qu'il nous a promis pendant les campagnes de 2016. Merci à vous, monsieur Paul-Marie Ouessou. Une adresse plutôt au chef de l'État. L'homme voudrait retrouver le président candidat. C'était, dit-il, beau, merveilleux. Il voudrait de l'euphorie à la fin de son quinquennat. En tout cas, il est à l'écoute, il saura vous satisfaire. Oui, monsieur Angelo Adelakou? Je voudrais, à la suite du docteur, dire que nous voudrions bien évidemment retrouver un chef d'État dans sa posture de candidat d'hier, avec tous ses propos merveilleux, toutes ses promesses lumineuses, et puis retrouver également une Assemblée nationale qui recouvre tout au moins, à défaut de recouvrer sa légitimité organique, au moins sa légitimité fonctionnelle dans le cadre de ce qu'il fait. Donc voilà. Merci à vous, Angelo Adelakou, pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Merci également à vous, docteur Paul-Marie Ouessou. Ce fut un plaisir, et sachez-le, ici, c'est le vôtre, c'est chaque fois que vous voudrez. Cette adresse, c'est également à vous qui vous interrogez. 100% BD, c'est sans condition aucune. La parole, elle est libre, l'expression plurielle. Je vous accompagne sur cette citation de Victor Hugo. Toute faute, dit-il, qu'on s'active à faire est un cachot qu'on s'ouvre soi-même. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Mais ça dépend encore de chacun d'entre nous. À très bientôt pour notre plateau de 100% BD, mais toujours avec le même entrain. Au revoir.